Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e rendez-vous PEPS et vous de l'association Savoir Patient. Et qui sera le dernier de ce début d'année. Donc, l'objectif reste toujours, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de partager ou de découvrir des expériences terrain concrètes de partenariat en santé entre professionnels du système de santé et usagers, patients partenaires, proches aidants ou RU, et d'échanger, de questionner, d'élaborer autour du partenariat en santé. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 personnes ressources de l'association pour ce rendez-vous. Moi, je suis Fabienne, je suis une des cofondatrices de l'association et aujourd'hui, j'ai des activités d'accompagnement de structures et de communication autour du partenariat en Occitanie et des activités de formation et toujours beaucoup de bénévolat sur ce sujet et des sujets pathologiques. Claire, je te laisse la main. Bonjour à tous. Alors, Claire Hédon, patiente partenaire en oncologie. Moi, je me suis plutôt orientée du côté de la pérédance, donc en accompagnement de mes pairs, essentiellement en bénévolat, mais je suis aussi auxiliaire de vie à domicile. Et mes sujets d'intérêt tournent autour de la démocratie en santé, également du soin palliatif et bien d'autres choses, majoritairement bénévolement. À toi, Maria Angela. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Maria-Angela, j'habite Bruxelles. Je suis cofondatrice d'une association de patients pour les patients atteints de lymphome ici à Bruxelles, donc cofondatrice et administratrice. J'ai un diplôme de partenariat patient à la faculté de médecine de Montpellier. Et comme profession, je suis assistante de recherche à l'Université catholique de Louvain sur un projet de promotion de la santé et prévention dans le domaine de l'enseignement des professionnels de la première ligne de soins. Voilà, merci. Merci les filles. Donc, le fonctionnement. Alors, on commence la première demi-heure par le partage d'expériences. Je vais vous présenter rapidement les personnes qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir partager leurs pratiques. On demande, quand les personnes parlent, que vous coupiez votre micro pour éviter les interférences. Vous pouvez poser des questions dans le chat pendant que pendant que les personnes parlent et ça sera repris par Maria-Angela à la fin des interventions. Et puis ensuite, quand tout le monde a parlé, on a une petite heure pour discuter tous ensemble librement. Et là, c'est Claire qui prend la main pour animer les débats. Donc, la séance est enregistrée et mise en replay sur le site de Savoir Patient. Du coup, si vous ne voulez pas apparaître, mettez un pseudo, appelez-vous Cacahuète ou Soleil ou Vacances, je ne sais pas, et éteignez votre vidéo. Donc, aujourd'hui... très vite, la présentation de l'association Savoir Patient qui regroupe des patients proches aidants, des professionnels de santé, des personnalités qualifiées qui veulent développer la culture du partenariat et de la collaboration entre ces personnes-là, avec beaucoup d'actions en Occitanie, avec notamment le portage du COPS, le Centre opérationnel du partenariat en santé, mais aussi des actions de formation partout en France, où ces rendez-vous PEPS, comme aujourd'hui, qui sont ouverts à tout le monde. Donc, nos partageuses d'expérience d'aujourd'hui, c'est la Bretagne en force, c'est un hasard, mais voilà, comme quoi ils sont beaucoup d'actions de partenariat en Bretagne. Donc, Éléonore Berthe, qui est infirmière psychoéducatrice, qui nous parlera de son expérience essentiellement autour de l'association Qui tout double sur la santé mentale avec des proches aidants. Et ensuite, une intervention à 3 voix de Nolwenn Tournière, Marielle Vinatier et Anne Lerin qui nous feront un focus sur la formation initiale et continue des professionnels du système de santé, de leur expérience de collaboration dans ce cadre-là. Voilà, je coupe mon micro et je laisse la parole tout de suite à Éléonore. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, moi, c'est Éléonore Berthe. Je ne sais pas si tout le monde m'entend parce que je ne me vois pas. Je ne sais pas si je peux avoir un retour. Oui, on t'entend très bien. Tout va bien, super. Donc, moi, c'est Éléonore Berthe. Je suis infirmière depuis 2011. Je suis infirmière en santé mentale. J'ai travaillé 8 ans dans une clinique psychiatrique où j'étais éducatrice
enfin, j'étais référente en éducation thérapeutique pendant un peu plus de 4 ans. Nous faisions beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique, surtout sur le retour à l'emploi, pour des personnes qui souffraient notamment de dépression résistante ou de burn-out. Voilà, donc je faisais beaucoup de programmes sur tout ce qui est compétences psychosociales avec un psychiatre qui était également formé à l'éducation thérapeutique. Et pendant ces programmes, longtemps, les patients arrivaient au bout de plusieurs séances en disant « mais si on nous avait appris tout ça quand on était au collège ou au lycée, jamais on n'en serait arrivé là ». Enfin voilà, j'avais des témoignages comme ça sur le parcours de vie de chacun, mais si j'avais su, si on m'avait appris à connaître mes limites, jamais je me serais retrouvée dans une situation pareille. Voilà, donc ensuite, on est arrivé en 2020, la situation a changé, notamment dans cette clinique. J'ai repensé un petit peu mon exercice et c'est là où j'ai souhaité devenir psychoéducatrice, donc en activité libérale. C'est une profession qui n'existe pas en France, donc j'ai dû un petit peu tout créer toute seule. Je me suis inscrite à un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Nantes en réhabilitation psychosociale, où on reprend vraiment beaucoup, notamment la psychoéducation, la prévention, la déstigmatisation, enfin, toutes les valeurs que je voulais défendre dans cette nouvelle activité. C'est pendant ce DU que j'ai découvert l'association Qui tout double, qui m'a été présentée donc par Anne Lorrain, qui est avec nous ce matin, que j'ai défendu, qui correspondait exactement avec mon projet sur faire connaître l'éducation à la santé mentale dès l'école, dès l'adolescence, pour entrer un peu plus armé dans la vie active. Voilà, on en est là. On a commencé avec cette association Qui tout double, on a commencé à mettre en place des séances pour des secondes et pour des troisièmes. On a d'excellents retours, notamment des élèves, mais aussi des professeurs qui ont les élèves par la suite. Donc voilà, on espère que ça va continuer. Je vois sur l'écran, on parle des leviers et des freins. Aujourd'hui, on est un petit peu dans les freins là, sur comment promouvoir notre association, sur comment trouver des financements pérennes pour pouvoir développer à échelle un peu plus importante, parce que ce qui est important pour nous dans cette association, c'est aussi nous faire accompagner par des pères aidants. C'était vraiment l'objectif de l'association, mais pour ça, il faut les former, etc. Enfin, voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que, pour alimenter et nous donner un petit peu plus de vie, tu peux justement développer un petit peu plus par rapport aux acteurs qui composent l'association, avec qui tu interagis? Oui, alors il y a 3 médecins du CHU de Nantes qui nous accompagnent. Il y a une éducatrice de la Maison des adolescents également. C'est une association qui a été fondée par des familles de patients en fait qui étaient touchées par un handicap psychique. Qui est-ce que j'ai oublié? Donc il y a Nolwenn aussi, patient partenaire. J'ai pas sous les yeux. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Évidemment, il y a des patients partenaires comme Carlita. Voilà. Bon, grossièrement, j'en ai oublié, mais grossièrement, voilà. L'équipe. Et pour faire le lien, tu as parlé des freins là actuellement sur les difficultés que vous rencontrez. Est-ce que tu peux nous redonner le sourire et nous donner les éléments quand même
facilitants ou les leviers qui ont permis quand même d'arriver à où vous en êtes? Les leviers, c'est la motivation de chaque membre de l'équipe qui nous a permis d'arriver jusque-là. C'est aussi les fondatrices qui, leur activité professionnelle ont fait que ça a pu vraiment accélérer les choses. Donc, on a une graphiste qui nous fait des supports vraiment, vraiment magnifiques, très, très adaptés, ce qui manque beaucoup dans ce genre d'intervention. On a une chargée de projet qui a répondu à tous les appels à projets, qui a fait un travail vraiment formidable que nous, professionnels de santé, enfin moi en ce qui me concerne, je serais vraiment incapable de faire. Et puis une professeure en lycée justement qui nous a permis de nous aménager des plages horaires pour qu'on puisse intervenir auprès des jeunes. Voilà, sinon, oui, la maison des adolescents qui a accepté de nous mettre à disposition les heures d'une éducatrice. Voilà, le CHU aussi qui a participé. Voilà pour les leviers. Super, merci Éléonore. Alors, on enchaîne avec les trois suivantes, Anne, Marielle et Nolwenn. C'est à vous. Avant de commencer, juste, on voulait préciser, dire bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Nolwenn, je suis patiente partenaire et du coup, qu'on puisse se présenter, parce qu'on n'a pas prévu ça sur nos slides en fait, donc on a juste oublié ça. Donc Anne, Marielle. Tu veux commencer, Nolwenn, par te présenter? Dire que je suis patiente partenaire dans l'enseignement, Okay. voilà. Ouais. Et que vous êtes mes binômes, en fait, dans l'enseignement, entre autres. Ok, moi je suis médecin de santé publique au CHU de Nantes. Et je suis médecin généraliste installée en maison de santé dans le sud du Morbihan. Et du coup, ce qu'on vous proposait, c'est de parler des binômes. Donc, avec Anne, on forme un binôme plutôt en formation continue. Et puis, avec Marielle, on forme plutôt un binôme en formation initiale, donc issu de la fac de médecine de Rennes. Et du coup, on se disait que ça pouvait être sympa de faire l'une après l'autre et que vous voyez un petit peu les leviers et les freins à chaque fois. Et puis, ce qu'on a pu développer chacune avec un binôme différent. Et du coup, je passe la parole à Marielle pour expliquer dans quel contexte on s'est rencontrés au sein de la fac de médecine de Rennes. Voilà, merci Nolwenn. Donc en fait, dans le cadre de mon exercice de médecin généraliste, depuis une année, je suis également maître de stage, c'est-à-dire que je reçois des internes en médecine générale dans mes consultations et ils vont prendre une autonomie croissante en fait au fur et à mesure du semestre. Et c'est dans ce cadre que m'a été proposé par la fac d'animer en fait un groupe d'échange de pratiques avec les internes du secteur. Alors, le groupe d'échange de pratiques, en gros, c'est une rencontre une fois par mois où chacun amène un récit de consultation. Donc, c'est une consultation qui a été réellement vécue par eux. Et donc, au décours de leur récit, ils vont essayer de dégager en fait plusieurs problématiques, donc qu'elles soient plutôt d'ordre biomédical ou bien relationnel ou encore social ou administrative. Et puis ensemble, on va entamer un échange un petit peu de nos vécus, de nos expériences, de nos ressources. Et donc pendant 2 ans, j'ai animé en fait ce groupe d'échange de pratique avec un binôme médecin généraliste comme moi. Et donc, il y a à peu près 3 ans, je crois, la fac est venue me proposer en fait d'évoluer vers un binôme avec une patiente partenaire. Voilà, donc l'expérience, j'étais très curieuse en fait de pouvoir mener cette expérience-là et donc j'ai accepté. Donc à partir de ce moment-là, alors on est en réalité un trinôme puisqu'on est 2 médecins généralistes et Nolwenn, patiente partenaire, mais les
les réunions se font plutôt sous la forme d'un binôme médecin-patiente, puisqu'on s'alterne avec mon confrère Alban une réunion sur 2. Ce qui permet aussi aux étudiants d'avoir aussi deux pratiques peut-être différentes. Donc, ça leur permet d'avoir des points de vue, d'un point de vue comment dire, professionnel de santé différents également. Et du coup, côté fac, en fait, moi j'ai rencontré Marielle, comment on m'a proposé le projet, c'est que j'intervenais, j'ai co-animé un cours avec le responsable du département de médecine générale. C'était la première fois, et puis on s'essayait tous les deux. Et justement, à la fin du cours sur la démocratie en santé, il m'a dit, on a un projet sur la fac, on aimerait bien justement essayer dans certains groupes d'échange de pratiques avec les médecins généralistes qui le veulent bien, essayer de porter ces réunions à 2 voix avec un médecin généraliste et un patient enseignant. Donc, c'était vraiment les tout débuts, en tout cas à Rennes, de ce dispositif. Donc, voilà, il m'a proposé de rencontrer Marielle et Alban. Et Marielle, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien raconter comment on a fait, en fait, pour se rencontrer une fois qu'ils nous ont mis en lien? Écoute, oui, parce que ça fait partie peut-être des leviers. Donc, on s'est, ce qui a été très positif, en fait, c'est la rencontre en amont de ces premières réunions avec les étudiants. Hein. Donc, on s'est retrouvés, Alban, Nolwenn et moi-même, autour d'un repas. Donc, le côté convivial et informel, à mon avis, était très porteur. Hein. Le fait de pouvoir faire connaissance, enfin, de se rencontrer en tant qu'individu avant de pouvoir, comment dire, évoluer ensemble. Donc, ça a été quelque chose de très positif pour moi. Ça m'a permis de voir tout de suite, en fait, la bienveillance et puis le non-jugement qui existait aussi du côté de la patiente. Il y avait beaucoup d'appréhension, sans doute. Et puis quelque part, la même curiosité qu'on avait de comprendre l'autre. Je pense que ça a été quelque chose d'important pour moi et qui m'a fait tout de suite me dire, ça va aller. Voilà, hein, donc d'avoir cette envie de comprendre, de comprendre aussi ce qui pouvait se jouer dans la relation médecin-patient autour d'une consultation et d'avoir la même volonté d'aller dans le sens de l'amélioration des pratiques. Donc voilà, de me dire qu'on avait des vécus et des savoirs différents, mais qu'on regardait dans la même direction, pour moi, ça a été le gros levier. Moi, ça m'a aidé de rencontrer en amont aussi de l'intervention. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un cours classique. C'est un cours qu'on ne prépare pas ensemble. On n'a pas la thématique, on ne maîtrise pas la thématique. C'est vraiment les étudiants qui viennent avec eux leurs problèmes. Donc, si on n'a pas un minimum d'alignement avec la personne avec qui on n'est pas forcé d'être d'accord, mais au moins d'être aligné et de porter les mêmes valeurs autour de la table pour justement pouvoir promouvoir ces valeurs auprès des étudiants et rester dans quelque chose qui est formatif et non pas dans le jugement ou les choses comme ça. Donc, c'est vrai que ce moment-là informel et de brief et de rencontre a été la fondation, je trouve, de notre binôme, de notre trinôme. Et du coup, Marielle, le moment clé, souvent je t'entends le raconter, si tu veux. Quand est-ce que tu as été convaincue du truc ? Alors, en fait, je dirais que le premier semestre, les premières réunions, je me suis retrouvée aussi apprenante que les étudiants. C'est-à-dire que pour moi, ça a été la découverte totale du champ de vision du patient. Et pourtant, je pensais au bout de 20 ans d'expérience, être à l'écoute, avoir quand même, voilà, dans une certaine compréhension quand même, essayer d'aborder les patients dans leur globalité. Et là, ouais, c'était vraiment, je dis souvent à Nolwenn, changement de lunettes. Tout d'un coup, je mettais les lunettes du patient par l'intermédiaire de ce que pouvait nous raconter Nolwenn. Et voilà, changement de paysage, quelque chose qui s'est élargi en fait. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été convaincue en étant moi-même finalement dans un premier temps, au cours des réunions, aussi apprenante que les étudiants qui pouvaient s'y trouver. Et puis, ça m'a permis après, petit à petit, de pouvoir rebondir et de pouvoir avoir une certaine fluidité avec, comment dire, les échanges qu'on pouvait avoir. Et bon, ce qui est important aussi, je pense, c'est tous les échanges off, c'est-à-dire en amont et après les réunions, où
où je pense qu'il y a une espèce de sincérité et je ne sais pas comment le dire. Nolwenn, tu as su à chaque fois quand même pouvoir nous pousser un petit peu dans les interrogations qu'on peut avoir, hein, ne pas hésiter finalement à aller chercher les limites de chacune, mais toujours dans cette bienveillance, dans cette interrogation, en amenant à chaque fois en fait tes ressources. Et je pense que ces échanges off qui m'ont moi énormément permis de pouvoir avancer aussi, hein, sur ma pratique, et justement l'attitude réflexive par rapport à ma pratique a été quelque chose qui a été un moment clé alors pour l'animation de ces réunions, mais je vais plus loin en fait, ça a été un moment clé pour ma propre pratique en fait. Voilà. Ce qui était super intéressant et super riche, et pour moi aussi, c'est de voir à quel point c'est complexe dans des cerveaux en formation. Ils sont en cours encore de formation. C'est comme s'ils se faisaient un stage de fin d'études un petit peu, hein. Ils commencent à mettre les mains dedans. À quel point c'est complexe finalement la relation, et que à quel point ils ne sont pas outillés aussi à cette relation-là. Et de pouvoir échanger. Alors moi, en tant que patiente, ça m'a beaucoup appris aussi sur finalement, ce n'est pas si simple. Et c'est pas Yaka Faucon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de pouvoir accompagner ces futurs professionnels à des réflexions, ne serait-ce que sur le sens des mots, quand ils disent éduquer le patient, quand ils disent consentement libre et éclairé. Mais en fait, es-tu sûr que vraiment les pousser à la réflexion sur que si on utilise un mot, il faut bien être conscient de ce que ça implique. C'est vraiment des discussions et des débats, parfois même, qu'on a avec des étudiants qui, je trouve, sont riches et tellement chouette entre eux et les médecins généralistes qui ont justement ces expériences et beaucoup d'exemples, et ces jeunes qui sont nos futurs médecins. On peut peut-être parler des freins et des leviers, du coup, Marielle, si tu veux. Alors, du coup, les freins, ils sont passés, hein, parce que les freins, ils existaient au tout début, peut-être avant la rencontre. Alors, voilà, le principal frein au départ pour moi, c'était l'inconnu, c'était de me retrouver en fait un petit peu en dehors des sentiers battus, quelles allaient être les limites puisque c'était une expérience, donc le fait de quitter finalement une voie tracée, ça pouvait représenter un frein pour moi. Le deuxième était quelle allait être l'acceptation en fait de cette façon de procéder pour les internes, puisque j'avais l'habitude de procéder avec eux, comment dire, avec un autre médecin, et qu'on était un petit peu dans l'entre-soi. C'est-à-dire que le temps du GEP pouvait être un temps de lâcher-prise, en fait, où on pouvait exprimer ses ressentis négatifs, avec parfois plus ou moins de filtres, et de me dire, oh là là, avec la présence d'une patiente, est-ce qu'ils ne vont pas être un peu trop trash et puis choquants? Et puis, inversement, de me dire, ils vont complètement se censurer sur cet aspect-là, un petit peu de ces ressentis négatifs. Et je trouvais ça dommage, parce que je pense que explorer justement tout ce qui se passe aussi un petit peu en nous pendant une consultation, notamment les choses justement moins positives, c'est aussi apprendre à mieux les gérer et à avancer. Donc, voilà, j'étais un petit peu ambivalente par rapport à ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai un peu honte de le dire, mais j'avais aussi des a priori vis-à-vis, ou des freins vis-à-vis de quelle allait être cette patiente partenaire, parce que j'avais de grosses représentations. J'avais peur de faire face à un usager un peu vindicatif, et je n'avais pas spécialement envie de me retrouver en fait dans une confrontation un petit peu conflictuelle. Donc, c'est vrai que la rencontre m'a permis de gommer un petit peu toutes ces représentations. Et ça me fait rire parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quand même, j'ai pas la langue dans la poche, donc je me demande à quel point Marielle pensait le patient vindicatif. Mais moi, je verrais le frein que je vois actuellement, c'est que parfois, on est tellement passionné justement avec Marielle sur cette relation de soins, et on se dit vraiment que c'est aujourd'hui un levier essentiel et qui est vraiment recherché aussi par les patients avec leur médecin généraliste, cette relation de qualité, que parfois on oublie un petit peu de parler du médical. C'est-à-dire que on permet plus sur les moyens de communication, la relation,
et justement prendre soin de cette relation. Et on pourrait en oublier parfois le pur médical, hein, qu'il faut aussi qu'ils aient dans nos échanges. Après, les leviers, Marielle, qu'on y voyait, enfin, en tout cas que moi j'y vois, c'est le plaisir qu'on a en fait de travailler ensemble. Marielle et moi, forcément, on communique aux étudiants et ils le ressentent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité. Moi, je me suis jamais sentie ni ne pas avoir le droit de dire des choses, ni pas soutenue par Marielle, même quand on n'était pas d'accord en fait. Vous voyez, donc il y a vraiment on a réussi à créer une zone où on est capable d'échanger avec les participants, parce que c'est aussi les retours des étudiants. Ils nous disent souvent, hein, que c'est vraiment un endroit où ils ont pu déposer, où il y a de la bienveillance. C'est les mots qui reviennent à chaque fin de session lors des évaluations. Donc pour nous, c'était vraiment important. On a le droit de pas tous être d'accord, et au contraire, il faut qu'on en parle et voyons les avis les uns des autres et le pourquoi du comment. Donc c'était vraiment ce levier. Cette complicité et c'est le regard, on est persuadé qu'il est 100% complémentaire. Je pense qu'on est convaincu du truc et on le porte. Donc du coup, on espère que ça fait tache d'huile en tout cas autour de cette grande table. Alors, le temps file un petit peu. Donc, est-ce que vous pouvez donner aussi la parole à Anne? On y arrive? Anne, c'est la suite. Marielle, tu voulais juste dire un mot de fin ou pas? Non, cette expérience a été peut-être un tremplin pour moi, puisque le partenariat, je ne savais même pas ce que ça représentait avant de vivre cette expérience. Donc, je suis vraiment rentrée naïve, en fait, dans cette expérience, et qu'aujourd'hui, ça me pousse à aller plus loin, à essayer de faire, faire réfléchir l'ensemble de la maison de santé, en fait, sur comment introduire le partenariat dans le fonctionnement de notre maison de santé. Et puis là, je suis sur le point avec l'autre patiente partenaire des GEP de monter en fait un groupe de travail pour un programme ETP et donc partir dans l'idée de co-construire ensemble ce programme. Donc pour moi, ça a été finalement d'une expérience, c'est une entrée finalement dans plein d'autres aventures en termes de partenariat. Alors ensuite, c'est là où on fait le pont avec la formation continue. Moi, je forme les professionnels depuis, on va dire, une quinzaine d'années. C'est la formation des 40 heures ETP, les 6 jours. Et c'est vrai qu'il y a à peu près 5-6 ans, c'est le centre de formation permanent du CHU de Nantes qui a finalement autorisé le fait que une professionnelle, et à l'origine c'était ma collègue Catherine Greffier, avec une patiente de ressources qui est Élodie Basset, qui coordonne la fabrique créative de santé, puisse intervenir en binôme, en alternance sur ces 6 jours, sachant que les deux étaient rémunérés de la même manière. Donc ça a été le gros levier de départ qui a permis de lancer cette formation en binôme. Et moi, quand je suis revenue d'un congé parental, voilà, c'était... J'ai envie de reprendre la formation continue, c'est 40 heures, et voilà, il me fallait une binôme patient de ressources. Nolwenn, je te laisse poursuivre. Et en fait, c'était chouette parce que j'ai fait il y a 3 ans maintenant, je sais plus, enfin 3-4 ans, un DU d'éducation thérapeutique, donc le DU que coordonne Anne. Et on s'est connus comme ça. C'est vrai qu'on a gardé contact. On est quelques-uns, là je vois autour de l'écran, via un groupe de patients ressources que Anne alimente, hein, et anime, où on a 3-4 réunions, que ce soit en présentiel ou virtuel par an. Et c'est vrai qu'avec Anne, on avait toujours gardé des liens assez proches. Et donc, elle m'a proposé le projet. C'était un mini processus de recrutement, parce qu'il fallait aussi passer un espèce d'entretien quand même avec le service formation continue. Mais c'est comme ça en fait que c'est notre lien qu'on avait eu quelques années avant autour de la formation qui fait qu'on se connaissait. Donc c'était facile pour moi parce que avec le DU d'éducation thérapeutique, en fait, je la connaissais depuis 1 an, comme j'interviens aussi souvent au sein de ce DU. Donc ça a été assez facile et voilà. Donc moi, j'avais pas d'appréhension au démarrage. J'étais vraiment dans une grande confiance. Voilà, convaincue que ça allait être riche pour moi et pour les participants.
Moi, j'avais beaucoup plus la pression parce que Anne, ça a toujours été pour moi l'animatrice idéale, quoi. Pour ceux qui l'ont eu en cours, vous me comprendrez, mais c'était l'animatrice que je voulais être et que je rêvais d'être et que je ne suis pas capable d'être. En fait, je suis forcément quelqu'un d'autre, donc une autre animatrice. Et donc, du coup, ça mettait la barre vachement haut. En fait, je me demandais qu'est-ce que je pouvais apporter de plus que ce qu'elle pouvait apporter aux participants. Mais bon, ça, c'était nos trucs de départ. Du coup, Anne, est-ce que tu veux raconter nos premiers pas? Nos premiers pas, alors du coup, on a commencé à faire 2 jours ensemble. Donc là, pour le coup, on s'était dit, allez, pour le premier groupe, on commence en co-animation. Et c'est vrai que finalement, c'est en faisant qu'on découvre qu'est-ce que le partenariat. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai pu traverser des petites frayeurs. Parce que moi, qui ai une tendance en formation avec les participants à partir d'où ils en sont, d'être assez, on va dire, valorisante, encourageante, voilà, à faire attention à ne pas brusquer. Et d'un coup, j'entendais Nolwenn qui allait les chercher, qui les bousculait, qui racontait son expérience aussi, parfois douloureuse. Et je regardais le groupe en leur disant, oh la vache, comment ça va être pris? J'avais des petites inquiétudes. Et en fait, c'était voilà, juste mes inquiétudes. Et ça, c'est génial, ce côté oser, des choses que moi, je ne m'autorisais pas à oser. Nolwenn, elle le faisait, mais sans problème. Même voilà, faire danser tout un groupe de patients avec des brise-glaces, avec Morissette. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez fort. Moi, pourtant, ça faisait quand même 15 ans que je faisais de la formation. Donc, voilà, aller pousser, voilà, aller chercher aussi, même dans les zones d'inconfort, les participants. Donc, en soi, c'était vraiment… j'ai tout de suite vu, je me suis dit, ah ouais, là, on est bien complémentaires. Et quand j'ai vu après, peut-être dans les… quand est-ce que j'étais convaincue? Et ben voilà, par rapport au groupe, dans les retours qu'on avait, voilà, et tout de suite, ça, au niveau des groupes, on voit la différence. Et il y a, voilà, quand on fait un bilan avec un groupe, on voit bien la force, la puissance que ça a, ce binôme. Moi, voilà, j'étais convaincue de continuer par la suite. Nolwenn, si tu veux… Oui, et c'est transverse avec ce qu'on se disait tout à l'heure avec Marielle. Le point positif du patient, je trouve, du patient partenaire en enseignement, c'est qu'on peut oser dire des choses sans forcément… Enfin, on n'a pas… Bien sûr, on prend soin aussi des participants. J'espère ne pas les maltraiter, c'est pas ça. Mais par contre, on a des exemples sans doute un peu plus crus où on ose des choses que forcément l'entre-soi médical peut-être n'oserait pas. Avec toute… voilà. Et ça nous laisse cet espace de pouvoir avoir un juste milieu ou des sons de cloche et tout ça. C'est pas pour être vindicatif ou c'est pas pour accuser, c'est juste pour des fois ramener à une réalité ou ramener à une pratique ou ramener à une expérience. Et c'est vraiment pour moi, c'est le facilitateur qu'on a eu et avec Anne et avec Marielle aussi, c'est de se dire qu'effectivement, on était archi complémentaires là-dessus, en fait, et de se laisser libre, chacune avec nos postures et nos discours. Et après, peut-être que dans les leviers, moi, j'identifie quand même des points communs qui ont fait que ça, voilà, ça match aussi dans le binôme, en fait. Et c'est vrai que cette notion de créativité, ce côté un peu exploratrice, à aimer tenter des choses, voilà, et à prendre beaucoup de plaisir voilà, aussi à tenter, à déconstruire, reconstruire, à proposer des choses. Donc, et puis voilà, je pense qu'il y a aussi une forme de souplesse et d'adaptabilité, de grande adaptabilité à dire, OK, tu proposes ça, OK, on tente, et voilà, qui crée aussi beaucoup de plaisir, parce que ça se fait dans une grande bienveillance. Et c'est lié aussi, qui est levier à un engagement très fort. Et comme Nolwenn, justement, quand elle peut aller titiller un peu, on le sent, cet engagement et cet humanisme qui est très, très fort. Donc, du coup, c'est aussi cette idée de sans jugement, OK, on accueille aussi ses limites, voilà, on les partage, et du coup, ça amène finalement le prendre soin de la relation. Enfin, moi, je le vois dans ma manière de travailler, quand on est seulement entre professionnels,
on est quand même un peu plus dans la performance, les objectifs, les projets, il faut que ça avance, tatati, tatata. Et ben, du coup, avec Nolwenn, mais que je retrouve aussi avec d'autres partenaires patients ressources, c'est cette idée que la relation, elle compte autant que le projet. Donc, dans le prendre soin de l'autre, qui est notre collègue, et alors qu'on fait sans doute un peu plus facilement parce qu'on a ce souci que le patient ressource, il le vive bien, il se sente bien, mais finalement, ça résonne aussi avec nos collègues professionnels, donc ça amène aussi plus d'humanité, je trouve, dans sa manière de travailler. Et ça, je trouve ça précieux, quoi, faire des météos de l'humeur finalement dans son boulot avec ses collègues, qu'ils soient patients ressources ou pas. Voilà, c'est important d'être accueilli complètement aussi dans son travail et pas uniquement sur ses compétences techniques professionnelles. Voilà, Nolwenn? Ouais, bah du coup, ça me fait vraiment penser au fait que comme les partenaires soignants prennent soin en fait souvent des patients, ou au moins ces questions se posent, mais en fait les questions on les reflète en miroir, hein. C'est-à-dire que quand on pose la question, si Anne me demande comment ça va, évidemment je vais lui demander aussi comment elle va. Donc la relation et se prendre soin de l'un de l'autre, je suis complètement en phase avec toi Anne, et c'est aussi pour ça qu'on a ces temps de brief et de débrief qu'on a trop peu dans le quotidien du travail, ces temps de se dire là je me suis sentie bien, là je me suis pas sentie à l'aise, est-ce qu'on pourrait changer ça et ça c'est vraiment pour moi un des facteurs clés de succès qu'on a, enfin Marianne on fait pareil et Anne aussi, parce que justement on ajuste au fur et à mesure en fonction de nos besoins, nos ressentis et tout ça, chose qu'on prend peut-être pas si souvent le temps de faire dans des projets ou des groupes ou d'autres binômes qui ne sont pas celui-là. Après, les freins, ils sont clairement pas liés au binôme, mais ils sont liés à l'institution de la formation au sein du CHU. C'est vrai que voilà, on a eu notre premier groupe, voilà, c'était nos 2 groupes, là c'était génial. Enfin, c'était vraiment une expérience où on se dit on y va, on continue, c'est génial. Et puis c'est vrai, hop, et la formation 40 heures est passée de la formation permanente continue. Ça a été repris par la formation continue du CHU de Nantes. Et là, ils ont dit stop, on ne fait plus intervenir d'intervenants extérieurs. Il faut que ce soit des intervenants que du CHU. Donc là, il y a eu un retour en arrière qui a été hyper douloureux. Donc ça a été, ça n'a pas été facile du tout. Voilà. Et donc, on a dû arrêter. Donc maintenant, c'est trouver des stratégies pour pouvoir reconstituer ces binômes voilà, qui marchent très, très bien. Donc, voilà. Donc, la culturation institutionnelle n'est pas encore, est encore en cours, même si, même si les évaluations étaient au-delà de toutes les autres évaluations des autres formations. Enfin, on avait des retours super et tout ça. Et ben, ça ne suffit pas à une institution pour changer sa culture. Mais on va y arriver, je le sens bien, de toute façon. Donc, Et on a des nouvelles ouvertures. Donc, on va... on reste confiante. Merci. Est-ce que c'était votre mot de la fin, si positif? Super. Merci énormément à vous 4, du coup. Je me tourne vers Marie-Angela. Est-ce qu'il y a eu des questions? J'ai vu que c'était assez actif, mais je n'ai pas noté. Oui, j'ai vu donc une question de Sylvie adressée à Eleonore. Donc, elle te demande, Eleonore, elle te demande, ou vous demande, je ne sais pas si je peux te tutoyer, où tu as fait tes formations DTP. Et en plus, toujours Sylvie souligne l'importance du développement du parcours thérapeutique à co-construire avec toutes les personnes concernées dans la relation de soins, dont les proches aidants, les familles aussi. Donc, ça, c'est la question principale donc, de Sylvie adressée à Léonore, où tu as fait tes formations DTP. Alors, ma formation DTP, je l'ai fait au CHU de Nantes dans le cadre de la formation continue. Donc, j'ai fait la formation UTP plus la formation coordination de programme d'éducation thérapeutique. Voilà. Merci. Je vois aussi une main levée de Charlotte. On vous laisse la parole. Bonjour. J'avais une question auprès de Anne et de Marielle. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait le saut de sortir de cette conformance
en tant que professionnel, médecin, et que oui, vous avez glissé à côté, quoi. Je pense que l'éducation thérapeutique, forcément, ça transforme. Et donc, même en formant, en faisant, forcément, cette participation du patient, elle est au cœur de l'ETP. Et la participation des patients, alors c'est vrai, il y a quelques années, c'est ma collègue Catherine Greffier qui bossait beaucoup sur intégrer les associations de patients. Voilà, c'était un petit peu son, j'allais dire domaine, je la laissais un peu faire du coup, c'était un peu son... Et puis un jour, je me suis dit, zut, flûte, moi aussi j'ai envie d'en faire, et j'ai envoyé un... Alors c'était de ma spontanéité, et que je ne suis pas très conformiste aussi, de manière, de manière générale. Donc je me suis peut-être conformée pendant mes études de médecine et de santé publique, et voilà, et le naturel a peut-être eu plus de place... j'ai pu plus voilà, retrouver une forme voilà, de tendance, d'envie, de valeur en fait qui correspond à mes valeurs. Et voilà, et je crois que c'est ma spontanéité de me dire, allez, j'envoie un petit mail aux équipes, il y a peut-être je vais refaire rencontrer des patients ressources là, et on verra si ça prend, ça prend pas. Voilà, donc j'ai envoyé un petit mail, et finalement j'ai lancé une première proposition. J'ai eu plein de monde à ma première rencontre de patients ressources, avec des beaux projets. Alors moi j'adore, hein, ça me nourrit. Ils sont tellement, ces patients ressources, ils ont tellement de ressources. Rien que les écouter, moi ça me fait du bien. Et je me dis, bah, forcément qu'ils feront du bien aux autres patients. Et enfin, tout le monde a... Voilà, c'est un trésor. Je me dis, un patient ressource, c'est un trésor. Et du coup, voilà, et de fil en aiguille, je pense de plus en plus à eux, même quand j'ai des formations. Là, j'ai une formation sur l'estime de soi et j'ai quelques places. Je me dis, j'en lance une invite. Et puis, pof, j'ai 10 personnes qui disent, oui, oui, ça m'intéresse. Je vais en faire plusieurs. Hein. Voilà, donc spontanément, je les implique de plus en plus sur tous les projets que je fais. Et c'est un tel plaisir, enfin, c'est tellement plus enrichissant que c'est difficile maintenant de faire autrement. Voilà. J'aurais envie de rebondir, Anne. Moi, je suis un petit peu plus conformiste. Donc, alors, je pense qu'il y avait effectivement un attrait pour le TP, puisque j'avais déjà fait les 40 heures avant de partir sur l'animation avec Nolwenn. Et ce qui m'a permis, moi, de prendre cet envol, c'est quand même la validation par la fac. Il faut savoir, voilà, donc, ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu, où étaient les limites dans mon exercice, effectivement, parce que je suis souvent la route qui m'avait été un petit peu tracée, et le fait que la fac légitime mise cette démarche, cette expérience, moi, ça a été le facteur qui m'a permis de m'engager dans l'expérience. Voilà, et puis du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après Nolwenn m'a encouragée à faire le DU de TP où j'ai pu rencontrer Anne et qui m'a permis de beaucoup travailler en fait sur la posture en fait du soignant, la posture éducative, et je pense que ça a donné beaucoup de de sens ça a été vraiment un miroir finalement, poursuivre l'expérience avec Nolwenn et pouvoir vivre ce DU de TP où il y a une place importante qui est faite aux patients partenaires, et puis à cette réflexion sur le changement de posture du soignant. Et c'est ce qui me donne aussi envie de transmettre ça un petit peu aux étudiants, parce que je trouve que c'est tellement difficile de déconstruire une posture pour en construire une nouvelle, que je me dis que si je pouvais leur permettre de construire d'emblée quelque chose avec le partenariat patient, ça leur éviterait beaucoup d'efforts et puis un confort d'exercice, parce qu'il faut bien se dire que moi, je découvre à quel point c'est aussi confortable de se trouver un petit peu des fois en harmonie finalement avec le patient à l'intérieur de nos consultations. Merci. Je vois aussi dans le chat une autre question que Sylvie pose et que j'inviterai peut-être aussi à intervenir si elle le souhaite. Donc, la question est: que pensez-vous des savoirs expérientiels de patients partenaires par rapport au savoir académique médical? Donc, Sylvie, si tu souhaites aussi intervenir, n'hésite pas à prendre la parole. Avant de céder la parole à Lydie, j'avais vu une main levée il y a quelques minutes. Non? C'est bon. Attendez. Oui, Sylvie, bonjour. On t'entend plus, Sylvie, là.
on vous entend pas trop bien, mais de toute façon, on a aussi posé la question. Donc, Sylvie, si tu nous entends, après, n'hésite pas à intervenir. Donc, je répète la question. Oui. Allô, allô? Oui, super, on vous entend. Allez-y, je vous écoute. Oui. Alors, moi, je suis une ancienne infirmière. Donc, voilà, j'ai été formée aussi à l'école d'infirmière, dans un savoir académique aussi, on va dire. Et je suis passée de l'autre côté. Maintenant, je suis père aidant en santé mentale, ce qui m'a permis de développer et de prendre conscience lors de mon parcours de rétablissement, de mon expérience du rétablissement, à savoir que j'avais un savoir expérientiel que j'ai professionnalisé lors d'une formation. Donc, je suis devenue père aidant. Voilà, donc c'est une posture un peu hybride, quoi. Hein. Une fois qu'on est sorti un petit peu de sa zone de confort, qu'on a déconstruit un petit peu tout son parcours professionnel, on découvre, en traversant une maladie et un parcours de rétablissement, le savoir expérientiel, en fait, c'est tous les savoirs qu'on a appris avec notre maladie et pendant notre parcours de rétablissement. Donc, c'est un savoir, c'est presque une expertise, quoi, qu'on partage, qu'on partage avec tous les professionnels de santé et qu'on accompagne aussi les personnes concernées. Ça fait effet miroir et puis on donne l'espoir aussi, quoi. Donc, c'est important. Voilà. Merci pour cette intervention. Donc, du coup, je ne sais pas si les personnes concernées, les médecins, souhaitaient répondre à cette question, remarque de Sylvie. Justement, donc, que pensez-vous des savoirs expérientiels des patients partenaires par rapport au savoir académique que Sylvie aussi vient d'expliquer? Les intervenants souhaitent... Marielle, oui. Du coup, moi, ça a été vraiment ce qui est vraiment ressorti finalement de cette expérience et de cette co-animation, c'est justement la mise en lumière en fait du savoir expérientiel des patients. Peut-être qu'on n'explicite pas suffisamment aux soignants et notamment aux étudiants et de trouver sa juste place en fait au milieu de tout ça. C'est-à-dire, effectivement, ce savoir expérientiel, il existe, il faut qu'on fasse avec. Et puis, ça nous permet aussi de retrouver un petit peu notre place en disant, ben voilà, on a ce regard. Donc, voilà, de se dire, ben, les deux ont leur expérience, enfin, ont leur importance et de ne pas les opposer, en fait, de faire avec les deux, en fait, d'avoir, nous, notre expertise un petit peu académique en disant, ben, voilà ce qui se dit au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'on propose habituellement de faire, mais d'être vraiment très à l'écoute aussi de ce savoir expérientiel patient parce qu'il est partie intégrante du vécu et que c'est... Donc, il faut faire, enfin voilà, essayer d'harmoniser les deux. Enfin, c'est comme ça que j'essaie de procéder. Oui, Anne aussi, je vois que tu en formation, bah oui, c'est vrai que Nolwenn, elle illustre forcément sur les 6 jours de formation ETP, à chaque fois qu'on aborde des notions, elle parle de comment elle a pu vivre les choses, expérimenter. Donc voilà, elle illustre et du coup, c'est toujours très fort en fait, parce qu'on est dans l'expérience vécue, ressentie. Donc, ce n'est pas un exemple comme un exemple concret, voilà, qui sonne creux ou qui est neutre. Donc voilà, ça appuie vraiment la compréhension de ce qu'est l'ETP avec toute cette dimension expérientielle. Alors moi, ce qui est assez complémentaire, c'est que j'ai une bonne connaissance finalement, on va dire, du terrain. Comme j'ai accompagné plus d'une trentaine d'équipes, voilà, en tout au CHU. Voilà, je sais à peu près les contraintes, les leviers qui sont multiples dans un service, que c'est très... Voilà, donc, finalement, nos connaissances, notre expérience, voilà, elle se complète vraiment. Merci. Donc, du coup, je vois vraiment l'accent qui est posé sur la complémentarité de ces deux savoirs. Je ne vois pas d'autres questions de l'étape, mais par contre, il y a pas mal d'appréciations positives. Excuse-moi, Marie-Angela,
Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Moi, ça m'intéresserait d'avoir le retour d'Éléonore aussi sur cette même question, peut-être sur l'apport des savoirs expérientiels pour Sylvie le compléter dans le chat aussi pour les patients et les proches aidants dans la pratique de Qui tout double. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, Éléonore, par rapport à ça? Alors, dans la pratique des Qui tout double, je suis désolée, il en prend. Je ne peux pas m'en sortir. Dans la pratique de Qui tout double, malheureusement, ça a été assez rapide. On n'a pas eu beaucoup de séances avec les pères aidants. Par contre, dans mon activité d'infirmière, plus j'ai avancé, surtout depuis mon diplôme en réhabilitation psychosociale, et plus ça me semblait indispensable. C'est complémentaire, c'est pas du tout la même approche, mais c'est indispensable. Moi, quand je reçois des patients, que ce soit en psychoéducation notamment, je me réfère beaucoup à des chiffres en fait. Parce que voilà, les dernières recherches, non, vraiment, ça va pas être facile. Désolée. Ouais, pas de souci, désolée. Ou sinon, tu peux couper ta caméra aussi. Désolée. Même les bruits, hein, c'est... Et donc, quand je reçois les patients pour la première fois, quand je leur explique toutes les possibilités pour leur rétablissement, toutes les pistes, les soins, et puis les chiffres encourageants, ça reste des chiffres, ça reste froid, ça reste... Il y a toujours ce lien un peu compliqué qui se fait au début. Je vois bien le patient qui me dit mais elle n'a pas dû comprendre à quel point j'allais mal, parce que là, elle est en train de me dire que je pourrais aller mieux. En santé mentale, c'est souvent ce qui arrive, surtout les premiers rendez-vous. Et à chaque fois que j'ai été accompagnée par un patient expert, quand lui pouvait parler, je pense notamment à des rendez-vous en addictologie, quand lui pouvait parler de son expérience où il décrit vraiment une situation où il était plus bactère et qu'il en est là aujourd'hui, alors là, tout de suite, c'est bon, c'est concret, le lien, il se fait. Enfin, voilà, c'est pour ça que je trouve ça complémentaire, parce que c'est quelque chose que nous, on ne peut pas apporter dans ce sens-là, nous, professionnels de santé, avec notre formation scientifique. Et en même temps, indispensable, parce que pour construire un lien et cette relation de confiance avec les soins qu'on va pouvoir vous apporter, vous pourrez débuter un processus de rétablissement. Voilà. Mon expérience. Enfin, ce que j'en pense. Merci. Donc du concret, et juste pour finir sur sur tous les retours que vous avez faits, quelque chose que je pense qu'on observe tous aussi, c'est l'ancrage dans la réalité que font les patients partenaires avec leurs expériences pour le coup, et les illustrations dont a pu parler Anne. Donc exemple concret, illustration, expérience. Est-ce que tout ça c'est du savoir expérientiel finalement? C'est la question qui est en train de me venir là en ce moment. Moi j'apprends beaucoup. Oui, évidemment. Et que ça marche, parce que là, avec Nolwenn, c'est hyper facile. Mais des fois, j'ai des partenariats où c'est un petit peu plus challenge. Et en fait, ça m'apprend énormément. Chaque expérience de partenariat est riche d'apprentissage pour moi, parce que je me rends compte quand il y a plein de leviers, des points communs, voilà, quand il y a l'idéal. Et puis parfois, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, et de voir quelle stratégie on peut avoir, comment on se protège aussi, pour ne pas se mettre en difficulté et en insécurité. Donc, en fait, c'est forcément que ça développe du savoir expérientiel des professionnels qui sont vraiment précieux. D'où l'intérêt des analyses de pratique après et de mettre du sens et de l'apprentissage derrière ces expériences-là. Merci Anne. Donc je disais qu'il y a pas mal d'appréciations positives dans le chat par rapport à vos expériences porteuses de sens. Et je vois une main levée de Marianne. Marianne Lucas, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci encore de nous proposer ces sujets passionnants.
Alors, je voudrais aussi témoigner sur le fait que je suis patiente experte, on va dire, experte de ma maladie, ça c'est certain, et puis père aidant, et puis forte de mon expérience évidemment. Et je partage, je travaille avec un IFSI dans le nord de Paris, et puis un IFAS cette année aussi. Et c'est quelque chose qui booste beaucoup les formateurs, entre autres, et les élèves aussi. Hein. Et toujours, ils expriment aussi que ça donne un sens beaucoup plus réel que leur cours, exactement. Donc, nous sommes 2, voire 3 patients partenaires. Alors, on ne fait pas que témoigner, on réagit effectivement, on peut leur poser des questions également, et on prépare aussi avec les formateurs aussi les cours ou les présentations qu'ils ont à faire sur des sujets. Et ça, c'est une vraie dynamique dans leur enseignement pratique également, dans leur stage autour aussi. Donc, ils gagnent rapidement en savoir des patients debout aussi qui viennent vers eux. Et ça, c'est très favorable. Et puis, ça s'étend. Avant, c'était juste l'IFSI, l'école d'infirmière. Maintenant, c'est l'IFAS. Et puis, on est sollicité par une autre école aussi pour intervenir aussi. Donc, je trouve que c'est ça qui est très, très, très important, c'est que ça devienne un vrai virus positif et que aussi, vous, médecins, vous puissiez en faire une forme de publicité aussi, hein, pour que ça rentre dans les esprits, parce que c'est long. C'est long, effectivement, il faut savoir faire des pas de côté. Et puis, ben, ça, je vous trouve vraiment remarquable aussi d'entrer dans ces approches, parce que dans la relation aussi, dans les soins, c'est vraiment comme une évidence, évidemment. Quand on est persuadé, on va trouver ça une évidence et c'est facilitant. Alors, merci à tous. Merci Marianne. Je vois dans le chat un commentaire que je trouve assez quand même pertinent de Michel. Donc, il dit que le patient partenaire n'apporte pas que ses savoirs expérientiels, mais aussi sa personnalité et ses autres savoirs. Donc, je trouve ça très intéressant parce que justement, le patient vient aussi avec tout son vécu et sa vie de avant la maladie, toutes les compétences qu'il avait aussi avant de tomber malade. Je ne sais pas si Michel souhaite intervenir, donc ajouter quelque chose par rapport à... Oui. Voilà, je vous en prie. Bon, moi, je suis chirurgien dentiste de formation et patient partenaire à l'hôpital. Et c'est vrai que, bon, on parle pour beaucoup de savoir expérientiel, et c'est ce qui est important. Mais avant d'être une patiente, ou même tout en étant une patiente, on est aussi une personne. Et dans l'ON, on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie quand elle intervient et tout. Et ça se transmet aussi. Donc, il n'y a pas que les savoirs expérientiels, il y a aussi la personnalité, oui, ce qu'on se transmet et qui nous sommes intrinsèquement, voilà. Et j'en parlais justement ce matin avec mon groupe de professionnels et patients ressources en formation 40 heures. Et il y a aussi qu'est-ce que c'est porteur d'espoir de voir, ne serait-ce que de voir quelqu'un qui va bien et qui a la même maladie chronique que soi. Et voilà, 2, 3, 4, 5 ans après, que c'est possible d'aller bien, ne serait-ce que juste d'être présent en soi, avec le sourire, ça fait déjà du bien aux patients. Et c'est vraiment une clé. Alors, on parle de rétablissement, hein, de processus de rétablissement en psychiatrie, mais moi, je suis convaincue que dans toutes les pathologies chroniques, il y a un processus de rétablissement voilà, par rapport à tous ces besoins psychologiques qui se met en place, et on a besoin d'espoir. Et vraiment, au-delà des savoirs expérientiels, c'est déjà de montrer qu'on peut aller bien avec une maladie chronique. Tout à fait, oui. Et justement, donc, je vois dans le chat qu'on rebondit sur l'importance aussi que le patient partenaire a aussi toute une série de savoir-être qui sont mis en évidence, mis en valeur. Et il y a un commentaire aussi de Magali qui souligne l'importance d'aller bien, dans le sens que le patient a aussi des projets, donc l'importance de mettre en valeur ces projets aussi pendant la maladie. Je ne vois pas d'autres commentaires dans le chat ni de main levée. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez encore ajouter quelque chose, rebondir.
Moi, je veux bien creuser un aspect que vous avez abordé, mais je reste sur ma faim par rapport à l'accueil par les étudiants, et notamment les futurs médecins, de cette expérimentation. Alors, j'ai cru avoir compris que c'était sur une base de volontariat qui participait à ce cours, ou est-ce que c'est systématique? Et par la suite, comment est-ce qu'ils ont réagi? Bon, vous aviez dit que c'était positif et que ça ne suffisait pas, mais donnez-moi plus de grains à moudre. Alors, c'est un cours qui est obligatoire. Donc, ils n'ont pas le choix. Et la première, là, on a vécu, en fait, il y a un mois, la première, comment dire, la première session du nouveau groupe pour le semestre. Et on les sent, en fait, on les sent sur le frein au début de la séance. Enfin, tu me corriges, Nolwenn, et en fait, ce qui est sympathique, c'est qu'on leur demande en fait de nous faire un retour des points positifs et négatifs du coup par écrit. Donc, ça reste très anonyme et l'accueil très positif, voilà, les sentir très sur le frein au départ et puis de pouvoir lire les commentaires très positifs par rapport à la présence d'une patiente partenaire. Ben je trouve que c'est la meilleure preuve quoi, de l'accueil qu'ils peuvent faire. Je pense qu'on est toujours un petit peu moi je suis toujours un peu sur l'appréhension parce que je les vois sceptiques et puis de voir leurs commentaires au bout des trois premières heures, ben, je me dis ouais, je trouve ça vraiment chouette. Alors il y a ceux qui adhèrent plus ou moins, mais en fait ils l'entendent tous, je pense qu'ils font tous leur chemin et je trouve vraiment ça ben voilà, très, très chouette de pouvoir les accompagner dans cette métamorphose. Je pense que ça les change tous un petit peu à leur rythme. Et pour extrapoler et aller plus loin, par rapport à vos collègues aussi professionnels, soignants, comment est-ce qu'ils en perçoivent des bénéfices quelconques? Est-ce que les élèves en parlent dans d'autres cours? Ou est-ce que ça reste vraiment quelque chose de très cloisonné? Alors, ce que dit Nolwenn était très juste tout à l'heure, c'est il y a une frustration parce que c'est vrai qu'ils arrivent avec tout un savoir médical et je pense qu'ils ont beaucoup besoin aussi de pouvoir échanger là-dessus et que parfois, effectivement, on chante un petit peu cette expertise, le côté très biomédical pour vraiment peut-être aller plus sur la relation. Donc, moi, j'ai plutôt des retours un petit peu de curiosité de la part de confrères que je croise en dehors de la session. Voilà. Et oui, il y a de la part de mes confrères, il y a de la curiosité et peut-être un retour de cette petite frustration de ne pas rester sur du biomédical. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve parfois un équilibre en fait dans nos sessions. Mais on n'a pas envie de revenir que sur du biomédical, en fait, pour tout vous dire. Nolwenn, tu avais levé la main. Merci, Marielle. Je me permets deux choses, juste pour rebondir sur Marielle. C'est pas le monde des bisounours, on a des échanges des fois assez musclés avec les étudiants aussi, parce que c'est pas des étudiants de 18 ans qu'on a en face, c'est des étudiants des fois de 28, 29 ans et qui ont des certitudes assez précises. Ça me rappelle quand moi je pensais à comment j'allais être parent versus maintenant quand j'ai 3 enfants, quoi. Vous voyez, on a des certitudes assez ancrées et des représentations qu'il faut déjà commencer à déconstruire, donc parfois c'est complexe. Et certains groupes sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus sceptiques. Mais ceci dit, quand même, à l'intérieur des groupes, on a toujours entre 8 et 10 étudiants, il y a toujours des gens, et souvent, c'est des étudiants qui ont accompagné ou qui sont passés de façon assez proche avec des personnes qui ont été en grande difficulté face à une maladie. Donc là, on voit bien, il n'y a pas du tout le même niveau de maturité arrivé à 28 ans quand quelqu'un a été confronté d'assez près à cette maladie. Donc l'approche n'est pas du tout la même du soin en règle générale, du prendre soin, en tout cas dans les étudiants qu'on a suivis. Donc en fonction des groupes et de leur maturité, voilà. Je voulais juste revenir aussi sur ce qu'on s'était dit avant, sur le fait qu'effectivement la personnalité du patient et tout ça donnait une couleur, mais pareil chez le soignant, c'est exactement la même chose. C'est le savoir expérientiel du soignant, oui,
famille, mais on voit bien, on ne va pas aller faire du partenariat avec tous les soignants parce que leur couleur, leur personnalité et leur savoir expérientiel aussi, mais qui ils sont, qui ils ont accompagné, ceux qu'ils ont envie d'être, forcément aussi jouent dans la relation partenariale et le binôme. Donc aujourd'hui, ça se passe super bien avec Alban et Marielle, qui sont des personnalités complètement différentes et qui ne sont pas toujours d'accord et tout ça, mais parce que c'est des partenaires avec qui je prends beaucoup de plaisir et avec qui ça fonctionne, mais je ne pourrais pas aller travailler certainement avec tous les médecins généralistes enseignants aujourd'hui parce qu'on ne partage pas forcément cette même couleur, on va dire. Merci Nolwenn. Je vois aussi que Magali Laville souhaitait intervenir. Oui, bonjour à tous. J'avais une question pour Nolwenn. Anne nous a dit qu'elle avait besoin parfois de se protéger. Est-ce qu'en tant que patient partenaire, voilà, tu as été confrontée à des expériences où il a fallu que tu te protèges et comment tu as pu mettre en place des choses? Alors oui, très clairement. Aujourd'hui, je viens avec des binômes de choix. Deux choix parce que je les ai choisis et deux choix parce que je connais et je reconnais et je remercie la richesse qu'elle m'apporte. Donc, on se connaît bien, on est même, on est à la limite de l'amitié en fait. Vous voyez, tellement on partage de choses et tellement on va dans des fois des questions philosophiques. J'ai pas eu ce sentiment avec tous mes binômes parce que j'ai pas mal. Aujourd'hui, je travaille pas mal avec pas mal de personnes. Et en fait, quand je me sens pas bien dans un binôme, en fait, j'essaie, mais quand ça le fait pas, je recommence pas. Donc, comment je m'en protège, c'est aussi comme j'ai des binômes avec qui ça se passe tellement bien, avec qui je me sens bien et je me permets des choses et je vois bien que ça glisse. Quand ça glisse pas et que ça freine et que je me sens pas muselée, j'ai jamais eu ça, mais par contre vraiment pas bien, que ça vient me chercher. C'est plus physique chez moi que ça se traduit que verbal. Mais du coup, quand je sens que ça crée une frustration, comme en plus c'est une de mes fragilités, le physique, je prends soin de moi et du coup je ne réitère pas forcément l'expérience. Voilà, c'est ma façon à moi, c'est pas duplicable forcément, mais voilà ma manière de prendre. Merci Nolwenn. Merci. Je ne vois pas d'autres interventions ni de commentaires particuliers dans le chat. Est-ce qu'il y a des... Du coup, je vais poser une autre question. Ouais. Nolwenn, tu disais tout à l'heure, tu pensais que le temps de débrief serait forcément différent quand il est fait avec un patient partenaire qu'avec un autre collègue, donc un professionnel du système de santé plus classique. Je voulais avoir l'avis d'Éléonore et de Marielle là-dessus. Prendre soin de son collègue et être attentif à la relation, est-ce que c'est vrai pour tous les binômes ou est-ce que c'est beaucoup plus vrai pour les binômes avec un patient partenaire? Pour moi, c'est vrai pour tous les binômes. Veiller sur la santé de son collègue, enfin, surtout les professionnels de santé qui sont vraiment pas bien en ce moment. Donc, oui, on le fait beaucoup, on débriefe beaucoup, on essaye vraiment de se soulager de tout ce qui pourrait nous peser dans la journée. Et ouais, c'est grâce à ça qu'on tient. Je ne fais pas de différence, non. Je ne fais pas de différence là-dessus. Puis tout comme Nolwenn, quand je fais des binômes avec que ce soit des médecins ou des patients partenaires, ouais, quand ça passe pas, oui, je suis un peu pareil, j'ai tendance à me protéger et ça non plus, c'est pas exclusif aux patients partenaires. Non, mais, ouais, pareil, au niveau de l'équipe, je pense qu'on essaie d'être attentif. Alors peut-être que d'avoir une écoute vigilante, ça permet aussi de reproduire ça autour de nous. Finalement, ça devient quelque chose de plus spontané, mais je pense qu'au sein des équipes, quand il y a une bonne relation, on essaie d'être à l'écoute les uns des autres de toute façon. Après, peut-être que le fait d'avoir des patients partenaires dans l'équipe, ça offre plus d'occasions de co-animation, peut-être plus fréquent avec des patients partenaires qu'avec d'autres pros. Je sais pas, je me disais ça. Peut-être que souvent, on commence par de la co-animation avant d'être
d'avoir plus de répartition ou, Merci pour vos réponses en tout cas, Nolwenn. Eh bien, je voulais peut-être repréciser ce qui pour moi change du débrief que je vois avec les patients partenaires, du débrief des collègues, c'est qu'il y a la notion comment tu t'es senti et non pas que comment ça s'est passé. Et ça, c'est aussi la différence, c'est que ça peut s'être bien passé, parce que moi j'ai eu le cas, par exemple, sur un de mes binômes en intervention, où effectivement le cours était bon et les étudiants, mais moi je ne me suis pas sentie bien. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, c'était efficient, mais par contre, il y a après le ressenti personnel que tu as. Et là, c'est là où ça peut coincer. Et souvent, on se pose la question, effectivement, dans le boulot, c'est effectivement, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a bien gardé? Enfin, vous voyez, les indicateurs, est-ce qu'ils ont été respectés? Mais la question, est-ce que tu t'es bien senti et comment tu t'es senti dans cet exercice? Peut-être qu'on se la pose plus, enfin c'est une hypothèse, où on la pose plus aux patients pour savoir si sa santé s'est bien passée, qu'il s'est bien senti. Et du coup, c'est peut-être une différence. Voilà. Merci Nolwenn. Ça me permet justement de rebondir sur un commentaire dans le chat, je vois que de Sylvie, qui parle de l'importance d'oser accepter et accueillir ses émotions, sa vulnérabilité en tant que soignant pour mieux prendre soin de la relation de soins et donc avoir l'écoute. L'écoute est fondamentale. Donc je pense que c'est important de prendre en compte le fait qu'on a tous et toutes des émotions et qu'on peut être même vulnérable donc, en tant que patient, mais aussi en tant que soignant. Bon, c'est plus calme. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des réactions qui vous viennent avant qu'on clôture ce dernier rendez-vous PEPS de la saison? Oui, je veux bien juste rajouter, parce que cette protection qu'on peut se mettre, ça peut être auprès des étudiants aussi. Je te sollicite encore, Nolwenn. Est-ce que voilà, tu as été confrontée aussi par rapport aux étudiants à des expériences où comment je fais? Oui, et pas qu'avec les étudiants en formation initiale comme en formation continue. En fait, quand on est dans une posture d'enseignant et qu'on est concerné par... en fait, je n'explique pas mes pathologies, rarement. Enfin, Marielle, des fois, ça vient dans la conversation, mais je ne me présente pas par mes pathologies, jamais. Donc des fois, j'ai une de mes pathologies qui est plutôt très stigmatisée. Et du coup, il s'est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, Marielle, en débrief, c'était la 6e fois qu'on les rencontrait, et que les étudiants disent « Non, mais ça va, parce que tu as une vraie maladie, parce que tu aurais été avec telle maladie, on aurait peut-être moins cru. » Et c'est hyper violent, en fait, à recevoir quand tu as passé 6 fois 3 heures avec les étudiants et que tu te dis que finalement, c'est parce que tu as une maladie auto-immune qui te croit, mais que tu aurais eu une autre maladie qu'eux estiment moins hiérarchiquement importante. Enfin, tu vois. Donc, bon, et il y a des choses aussi, vous voyez, quand on leur demande ce qu'ils mettent derrière les définitions de éduquer un patient, des fois, il faut être bien prêt à accueillir positivement les remarques, parce que c'est pas toujours... Mais on est dans un esprit aussi de les accompagner et à les faire penser. Donc, moi, je suis toujours dans cette posture-là, et c'est ça qui me... Et on en rigole après en débrief aussi avec mes partenaires, donc c'est ça qui permet de s'en protéger. On n'est pas là pour juger, on est là pour les accompagner au changement. Et ça, c'est vraiment... On sait que c'est un processus qui prend du temps. L'acculturation, ça ne va pas se faire sur... en fait, on pose moi, je trouve que je pose des graines. Après, si ça ne germe pas, je peux pas, mais je pose des graines et le bonheur, c'est de voir que ça germe, parce qu'on en voit germer. Je voulais juste en profiter pour saluer justement la grande capacité de Nolwenn à, comment dire, du coup, à ne pas montrer une susceptibilité et à accueillir en fait effectivement des réflexions, et parce que justement le fait que ça sorte et que ça puisse s'exprimer, je pense que c'est important, quoi. Et voilà. Et moi, les premières fois, en fait, j'avais envie de protéger en fait la patiente partenaire. J'avais cette posture-là. Il m'a peut-être fallu un certain temps
où elle m'a rassurée en me disant « mais tu n'as pas besoin de me protéger ». Voilà, je n'avais pas à avoir cette posture-là. Alors, le fait de pouvoir en discuter après, de débriefer, je pense que c'est une façon un petit peu de se protéger l'un l'autre. Mais voilà, j'avais un petit peu cette crainte et cette posture, et le fait de voir qu'elle était capable justement d'appréhender ces choses-là. Et elle nous fait vivre aussi l'importance des mots. Moi, je dis que je n'ai jamais autant réouvert mon dictionnaire de français depuis que je co-anime avec une patiente partenaire, parce que je prends conscience que nos mots ont des doubles sens. Et donc, des fois, même avant de discuter avec elle, je vérifie un petit peu ce que je vais dire, hein, le mot que je vais utiliser. Je progresse beaucoup en français, en fait. On voit que ça fonctionne quand Marielle ou Alban nous raconte « Ah bah tu sais, le stagiaire avec qui il est, ils me disent « Oh là là, Nolwenn, elle n'aurait pas aimé m'entendre dire ça. » Voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'on voit que ça fonctionne. C'est que déjà, il réalise que ce qu'il a fait avec le patient ou ce qu'il vient de dire au patient, finalement, ça aurait pu choquer. Donc même s'il ne l'applique pas, ça veut dire que déjà, la graine, elle est en lui, en fait. Donc, il en fait ce qu'il veut après. Merci. Ça permet de rebondir sur un commentaire dans le chat, donc l'importance des mots. Justement, dans le chat, on souligne le fait que le récit de vie narratif crée un effet miroir pour les patients et a aussi un impact émotionnel pour les professionnels. Donc, le fait vraiment de donner importance aux mots, le pouvoir des mots et le fait de se raconter, donc ce récit de vie qui permet d'avoir un impact au niveau des émotions de deux côtés. Et je vois aussi un commentaire de Yann Jardinier. Je ne sais pas si tu souhaites peut-être se préciser un petit peu. Je voulais faire l'analogie avec le fait que Nolwenn sème des graines, en fait. Ah, ok. On cherchait des mots. D'accord. C'est super intéressant de se protéger l'un et l'autre dans le partenariat, et de la bienveillance vers le professionnel, autant que le professionnel peut en avoir vers le patient. Dans le cadre de mon expérience, en fait, on s'est créé une forme de bulle à l'intérieur de laquelle, en fait, on va pouvoir s'autoriser une zone de sécurité à poser des questions de manière décomplexée. Justement parce que le vocabulaire, parfois on sent bien qu'il peut y avoir un décalage, c'est important pour l'un comme pour l'autre de prendre le temps de bien expliquer les mots, et puis d'accepter la temporalité aussi de l'un comme de l'autre. On n'a pas tous forcément des disponibilités, et cette bulle-là nous permet d'avoir un espace sécurisé, choisi mutuellement avec le professionnel et le patient partenaire, à l'intérieur duquel on sait qu'on peut parler librement, en fait, et c'est super important. Merci Yann pour cette précision. Je voulais juste, voilà, si je peux me permettre, poser une petite question. Donc, j'étais quand même assez interpellée par ce que tu as dit, Nolwenn, concernant le fait que la maladie, qu'en fonction de la maladie, on est stigmatisé. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a alors une question de légitimité par rapport à la maladie qu'on a eue? Donc, est-ce que certaines maladies alors sont conçues comme plus importantes par rapport à d'autres? Est-ce que tu as cette impression-là? Clairement, il n'y a pas besoin de mettre de langue de bois. Clairement, il y a moi, ça n'engage que moi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des maladies nobles qu'on ne va pas trop remettre en question et qui vont. Nobles, c'est mes mots, hein, voilà, hein, c'est pas scientifiquement prouvé. Mais c'est pas du tout la même chose quand on se présente et qu'on dit voilà, je suis une femme et j'ai fait un cancer du sein, que je suis une femme, un diabète de type 2, donc sous-entendu en surpoids, manque d'activité ou des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas du tout on n'a pas du tout le même accueil. On n'a pas du tout le même accueil quand on est diabétique de type 1, où ça fait toujours un petit peu peur, par exemple, aux généralistes, en disant « Ah ben non, c'est sûr, un diabétique de type 1, je ne vais pas lui apprendre à gérer sa pompe à insuline. » Par contre, on est porteur de la maladie de Lyme ou avec une fibromyalgie, là, par contre, écoute, vous prenez sur vous, les douleurs, c'est dans vos têtes, ou des choses comme ça. On peut pas... moi, je trouve que ce serait une erreur de se dire que ça n'existe pas.
mais de le savoir et justement de faire en fonction. Et je parle encore moins des maladies mentales qui parfois sont encore plus mal vécues parce que les étudiants vraiment en santé ont très peu de réponses pour déjà dans leur quotidien, c'est vraiment pas simple. Hein. On voit bien les étudiants qu'on accompagne avec Marielle, dès qu'il y a une question de quelqu'un qui est porteur d'une maladie mentale, ça les freine même aux soins du quotidien d'un médecin généraliste, entre guillemets, Marielle. Hein, on a plusieurs fois parlé de ça autour de la table. Donc oui, il y a des stigmatisations en fonction des maladies. Ben oui, clairement. C'est triste à remarquer, mais c'est important de le dire, c'est important le fait de remarquer que ça existe. Et c'est justement ça, en fait, un peu le rôle de patient partenaire aussi, d'essayer de construire ces représentations et de mettre en valeur le fait qu'il y a aussi des maladies invisibles, mais qui sont là. Et vous venez d'avoir un extrait de Nolwenn en GEP, en fait. et voilà, et de cette façon dont elle va amener les étudiants justement à se questionner sur cette posture, cet accueil, en fait. Voilà, je trouvais que c'était assez drôle parce que j'avais l'impression de la voir en groupe d'échange de pratiques et voilà, et ce qui en découle. Et je pense que justement, c'est bien qu'une patiente puisse soulever cette problématique. Ça a beaucoup plus de poids que si, voilà, plus de poids qu'un propre soignant. Donc, j'ai trouvé intéressant ce petit extrait. Comme on s'approche de notre fin d'échange, super riche comme d'habitude, moi je voulais souligner quand même la façon dont vous incarnez alors les deux binômes, notamment le partenariat qui nous est cher. J'aurais aimé entendre plus Éléonore sur ses expériences, mais bon, elle était un petit peu occupée et ce sera sans doute pour une prochaine fois. Et je laisse Fabienne avec la fin et la conclusion. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont accepté de venir partager leur expérience. C'était encore une fois très riche, très, très apprenant. Et j'ai pris plein de notes. D'habitude, j'essaye de faire une petite synthèse, mais là, la page est trop remplie. Donc, si vous le voulez bien, je mettrai tout ça par écrit et puis vous pourrez le compléter et on pourra le partager en même temps que le replay. Donc, merci beaucoup, Éléonore, Anne qui est partie, Marielle et Nolwenn. Donc, si vous voulez bien, pour ceux qui ont participé en live, évaluer la séance ou ceux qui vont la regarder en replay pour qu'avec Claire et l'association Savoir Patient, on se pose sur ces rendez-vous PEPS qu'on organise depuis plus d'1 an maintenant. Donc là, ça va être l'été, on va faire une pause. Et puis, on va voir comment on repart à la rentrée, ce qu'on fait, ce qu'on change, si on refait. Enfin voilà, la vie d'une association et voilà, d'une animation d'une communauté de pratique. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont participé, qui ont posé des questions dans le chat. Et merci Marie-Angela. Top, tu étais déjà venue nous partager ton expérience sur les paroles, le récit au mois de janvier. J'invite tout le monde à regarder le replay du rendez-vous PEP de janvier qui était vraiment chouette sur les mots dans le partenariat. Merci à vous, merci pour cette possibilité, mais surtout merci pour d'avoir écouté tous ces échanges encore une fois très, très riches. Donc, à chaque fois, en fait, on s'enrichit, voilà. Merci. Eh bien, donc, ça sera le mot de la fin qui nous laisse quelques minutes supplémentaires pour réfléchir à tout ça, se retrouver. Et on vous souhaite du coup un très bel été. On vous dit à très vite.